Bonsoir et bienvenue à Mediapart pour le dernier live de la saison avant la trêve de l'été. Et ce soir, pour ce dernier live, nous avons prévu une soirée particulière, un peu exceptionnelle, puisque la salle de rédaction derrière moi a été transformée pour l'occasion en une salle d'audience, en tribunal, puisque ce soir nous allons faire un procès, non pas d'une personne, mais d'un type de procédure, les comparutions immédiates. Alors, à Mediapart, on s'intéresse bien sûr aux grandes affaires, mais on s'intéresse aussi à la justice quotidienne, à la justice ordinaire, et on a voulu le montrer ce soir en organisant ce procès. Les comparutions immédiates, c'est ce qu'on appelait avant le tribunal des flagrants délits, c'est-à-dire que immédiatement après la garde à vue, on est jugé. C'est une justice en temps réel. C'est censé être une justice plus intense, plus rapide, plus sévère aussi. C'est aussi et surtout souvent une justice moins humaine, puisqu'on juge un acte et non une personne. Alors, ce soir, on voulait aussi rebondir sur une audience qui nous avait particulièrement marqué, où on avait ressenti ce mépris à l'égard des prévenus. C'était au printemps dernier, c'était à Marseille. C'est la journaliste Pascal Pascariello qui avait enregistré et diffusé sur Radio France des extraits d'une audience de comparution immédiate, qui avait suscité un tel émoi parmi les auditeurs, un tel émoi parmi la magistrature et parmi les avocats, que les autorités judiciaires locales avaient décidé de rompre la convention signée avec Radio France et d'arrêter de diffuser les audiences qui avaient été enregistrées, comme si la justice avait honte d'elle-même. Alors Marseille est peut-être un cas caricatural, mais ce n'est pas un cas isolé, car partout dans les audiences de comparution immédiate en France, on peut voir ce manque d'information, ce manque de temps, ce manque de curiosité, et c'est précisément l'inverse qu'on a voulu faire ce soir, en donnant le temps d'examiner les comparutions immédiates. On a quand même établi une contrainte, et une seule, c'est le temps qui sera donné à chacun des témoins qui défilera à la barre. Ils auront 6 minutes. 6 minutes, c'est peu, c'est très peu, on en est conscient, mais c'est le temps moyen dont disposent les avocats des prévenus dans une juridiction comme Marseille ou équivalente. Alors, pour juger, derrière moi, j'ai un tribunal avec de vrais magistrats qui sont tous issus du syndicat de la magistrature et qu'on remercie d'être venus et de participer à cette soirée. Serge Portelli, qui présidera l'audience, des assesseurs à côté de lui, Mathilde Zilberberg, Katia Dubreuil. Dans le rôle du procureur, Clarisse Taron, présidente du syndicat de la magistrature. Et puis, tout le monde a le droit à un avocat, même les comparutions immédiates, nous aurons également Georges Fenech, ancien député, qui est aujourd'hui secrétaire national de la justice chez les Républicains, qui fut magistrat et qui est devenu avocat, qui aura la lourde tâche de défendre les comparutions immédiates. Voilà, le décor est planté à présent. Je vous laisse en compagnie du tribunal et vous souhaite une bonne soirée. Bien, l'audience est ouverte. Et comme vous l'a expliqué à l'instant Michel Jdenberg, cette audience va se dérouler de façon assez classique, j'allais dire, puisque dans un premier temps, je vais rappeler aux prévenus quelles sont les infractions, en tout cas les chefs de prévention. Ensuite, nous aurons plusieurs témoins, 10 témoins, qui donc viendront témoigner chacun pendant 6 minutes environ. Nous pourrons évidemment leur poser des questions, mais Maître Fenech et Madame le procureur de la République pourront également questionner ces témoins. À l'issue de cette audience, eh bien, nous aurons les réquisitions de Madame le procureur de la République et évidemment, comme d'habitude, la défense aura la parole en dernier et Maître Fenech plaidera pour les comparutions immédiates. Alors, vous aurez droit après à un délibéré réel, puisque nous n'allons pas nous réfugier derrière une tenture ou autre chose. Nous allons délibérer devant vous, donc il y aura rien de secret. Et la décision sera rendue à l'issue de ce délibéré. Il faudra que nous nous mettions d'accord. Et vous pourrez consulter le jugement demain matin sur le site de Mediapart, puisqu'il nous faudra quand même un petit peu de temps, et on vous en demande pardon, pour rédiger un jugement qui sera motivé pour tenir compte à la fois de ce qui sera dit aujourd'hui par nos témoins et aussi par les deux parties, à savoir Madame le procureur et Maître Fenech. Voilà, alors pour commencer, j'indique quels sont les 4 chefs d'accusation qui sont retenus contre l'institution
des comparutions immédiates. Je ne veux pas vous infliger la lecture des articles du Code pénal. J'indiquerai simplement que ces 4 infractions sont d'abord des violences sur une personne vulnérable, sur des personnes vulnérables, des actes de discrimination à l'égard des personnes qui sont présentées dans les audiences de comparution immédiate, un hébergement incompatible avec la dignité humaine, puisque beaucoup de ces prévenus vont presque immédiatement rejoindre des maisons d'arrêt, où leur hébergement est effectivement plus que problématique. Et enfin, la dernière accusation, c'est un déni de justice qui, on pourrait le dire, résume un petit peu tout le reste. Voilà, donc nous allons commencer immédiatement par l'audition d'un premier témoin. Donc chacun d'entre nous interrogera ces témoins au fur et à mesure et à tour de rôle. Mathilde, c'est à toi. Nous allons donc demander à Madame Pascale Pascariello de venir à la barre. S'il vous plaît, avancez-vous. Bonjour. Bonjour Madame. Vous êtes donc journaliste et vous avez eu à ce titre à connaître des comparutions immédiates. C'est pour cela qu'on vous a demandé aujourd'hui de témoigner. Le tribunal vous écoute. Bonjour, oui, je me présente, je suis donc journaliste indépendante et en novembre 2016, j'ai obtenu l'autorisation de tourner au tribunal de grande instance de Marseille une série de reportages radio pour l'émission Les Pieds sur Terre de Sonia Grenloun, diffusée tous les jours sur France Culture. Alors ces autorisations sont exceptionnelles puisque je pouvais enregistrer des audiences de comparution immédiate, ce qui est rare. Et évidemment, ces autorisations étaient encadrées par une convention dont l'une des clauses stipulait que je devais envoyer le reportage avant diffusion aux magistrats concernés. Et une clause que j'ai scrupuleusement respectée, bien sûr. Donc tout se passait bien, à peu près 9 reportages ont été diffusés entre novembre et début février, jusqu'au 10 février de cette année. C'est un vendredi, il est 14h, je vais au tribunal pour enregistrer les audiences de comparution immédiate. Et la journée s'annonce très longue puisqu'il y a plus de 10 prévenus qui doivent passer en comparution immédiate. La salle est pleine et la tension monte très rapidement. Aux alentours de 16h, Ahmed rentre dans le box des prévenus. Ahmed est hagard et il ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il a 18 ans, tout juste 18 ans, et il va être jugé pour le vol de 3 portables avec violence sur 3 mineurs qui sont âgés de 12, 14 et 16 ans et qui ont eu chacune 2 à 3 jours d'ITT. Et là, très tôt, au début de l'audience, juste après que Madame la Présidente ait rappelé les faits, la Présidente dérape, et j'en veux pour preuve donc cet extrait. C'est tellement facile sur des gamines. C'est honteux, monsieur. Il n'y a même pas de mots. On ne sait même pas comment est-ce qu'on arrive encore à vous regarder comme un être humain. Après ces propos glaçants, aucune réaction dans la salle. L'avocate commise d'office de Ahmed n'a eu aucune réaction. Elle n'avait d'ailleurs pas demandé de délai pour juger Ahmed, alors que je vous avoue, ce n'était pas la peine d'avoir fait 10 ans d'études de médecine pour comprendre que l'état psychiatrique d'Ahmed posait un problème. Et là encore, je vous ai apporté justement un extrait pour entendre comment Ahmed s'exprime pendant l'audience. Je regrette vraiment, surtout sur les 48 heures que j'ai endurées. Ils m'ont déjà fait repenser à ce que je devrais faire et refaire de bien, ce qui est de bien sur une personne qui devrait être honnête, et ponctuelle. Voilà, ce sont les propos d'Ahmed. Et alors Ahmed a été vu pendant sa garde à vue par un expert, si je puis dire, en tout cas un docteur mandaté par le parquet, qui a signalé qu'effectivement Ahmed souffrait d'une psychose infantile. Si le temps avait été un peu plus long, j'allais dire, on aurait pu comprendre qu'Ahmed en fait était schizophrène, était suivi par un psychiatre avec un très lourd traitement. D'ailleurs, durant l'audience, Ahmed est un peu agité. Sa mère se lève pour lui faire signe, parce qu'elle sait évidemment la pathologie de son enfant. Elle lui fait signe, voyant la mauvaise tournure de l'audience. Immédiatement, elle est expulsée de l'audience par la présidente. Donc il y a une espèce de, j'allais dire, une fois emballé. Il y a
une impossibilité de mettre fin au cours de cette audience. Jusqu'à la peine prononcée, 5 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, donc 4 ans et demi ferme, qui, à l'image de cette comparution immédiate, j'allais dire une comparution qui est stupéfiante, qui est glaçante. Alors évidemment, j'ai respecté les clauses et j'ai envoyé avant diffusion le reportage aux magistrats concernés, ça veut dire donc à Madame la Présidente et à Madame le Procureur. Elles ne se sont pas opposées à la diffusion et elles ont assumé leurs propos. Ce qui m'a interpellée. Mais on a diffusé donc le 20 février cette audience sur les antennes. Quelques jours plus tard, la présidente du tribunal et monsieur le procureur m'ont signifié la fin de la convention de façon unilatérale et m'interdisaient donc de fait de pouvoir poursuivre cette série de reportages. Alors que, je dois avouer, peut-être naïvement, j'avais l'espoir que cet enregistrement puisse ouvrir un débat, puisse ouvrir une réflexion sur ce qu'est vraiment la nature des comparutions immédiates, c'est-à-dire une justice expéditive, une justice des pauvres, voilà, une justice démunie, j'allais dire dans tous les sens du terme. Ça a été bien le contraire, et pour reprendre une expression que je vole cette fois-ci à Mediapart, il a été proposé, enfin on a offert à la justice finalement un miroir qu'elle s'est empressée de casser. Voilà. Du côté d'Ahmed, en revanche, cet enregistrement a permis à ce qu'il y ait quand même une mobilisation. Des magistrats l'ont soutenu localement, des avocats l'ont aidé. Son nouvel avocat, Maître Grazini, a fait appel, évidemment. Et là encore, peut-être une impossibilité pour la justice de se déjuger. Enfin, en tout cas, Monsieur le Président, c'est vous qui en serez le juge, justement. En tout cas, à l'appel, on a vu Ahmed arriver, ne plus savoir combien de frères il avait. Au bout de 4 mois de détention, vous imaginez, sur un jeune schizophrène, il se suçait le pouce. Il ne se tenait pas droit. Et il ne savait plus la profession de ses parents. Enfin bref, c'était un petit peu un désastre. L'avocate des familles des victimes a demandé à ce que la peine d'Ahmed ne soit pas une peine de détention, mais des soins médicaux. Et le président en a décidé autrement, puisqu'il a condamné Ahmed à 3 ans de prison, dont un avec sursis, donc 2 ans ferme. Voilà où on en est aujourd'hui. J'ai l'impression qu'Ahmed, finalement, fait maintenant les frais aussi d'une division au sein de la magistrature entre des magistrats qui auraient envie d'ouvrir le débat, une réflexion, une magistrature qui s'est complètement refermée sur elle-même. Donc moi, je voudrais en tout cas poser 3 questions, c'est-à-dire combien il y a de cas comme Ahmed qui sont passés sous le silence faute d'enregistrement? Est-ce qu'il faudrait enregistrer les audiences? Je sais que c'est un débat qui est suffisamment ancien en France, mais qui mériterait d'être lancé. Et enfin, comment réformer justement ces comparutions immédiates? Merci. Juste une question, vous avez parlé d'une justice expéditive. Est-ce que vous pourriez préciser pourquoi vous dénoncez une justice expéditive? Une justice expéditive parce qu'en plus, j'avais la possibilité, moi, de pouvoir aller dans les geôles le matin. Donc suivre vraiment tout le parcours du prévenu. Une fois qu'il arrive dans les geôles, il est vu donc, par un avocat très rapidement. On lui signifie, le procureur lui signifie pour quelle raison il est là, pour quelle raison il va être jugé à 14h. Et il y a notamment l'association APCARS qui sont là pour faire ce qu'on appelle des enquêtes sociales, c'est-à-dire que c'est le seul côté un peu, enfin, quel est le parcours individuel de la personne qui va être jugée. La justice, c'est cet équilibre entre l'application des lois et la prise en compte d'un parcours individuel. Et là, l'enquête sociale est très rapide parce qu'il y a énormément de prévenus qui vont passer dans la journée. Donc c'est une enquête sociale assez courte qui arrive sur le bureau du juge tardivement souvent et le juge va prendre cas de ce dossier là aussi très rapidement. C'est souvent, j'allais dire, fait à charge, en tout cas il n'y a que l'enquête policière très souvent. Donc c'est très rapide. Il y a un nombre de dossiers incalculables à voir le matin même et qui vont passer dans l'après-midi entre 14h et parfois les journées se terminent à 22h. Comment on peut juger à 22h? Enfin, comment on peut prendre le temps? Par exemple, c'est aussi expéditif parce qu'il y a une demi-heure pour juger un prévenu. En une demi-heure, c'est à la fois l'avocat, de la défense, son avocat, c'est à la fois le rappel des faits, enfin une demi-heure pour juger quelqu'un, pour des peines qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, ça me paraît très court. D'autres questions?
Oui, juste une question. Est-ce que vous avez vu des victimes dans les comparutions immédiates à Marseille? Oui, alors justement, et ça c'est intéressant, dans le cas d'Ahmed, les familles des victimes étaient présentes et sont sorties en se sentant coupables de ce qui arrivait, parce qu'elles estimaient évidemment qu'il y avait une violence dans les propos et qu'elles ne souhaitaient pas entendre ça. Elles souhaitaient une peine, mais pas celle-ci. Et donc d'ailleurs, elles ne se sont pas représentées à l'appel. Voilà, ça a été destructeur aussi pour les victimes. Des questions? Je vous remercie. Bien, donc maintenant, nous allons demander à Mathieu Bonduel de s'avancer. Bien, bonjour. Donc, Mathieu Bonduel, vous êtes vice-président au tribunal de grande instance de Créteil. C'est ça. Et vous présidez des comparutions immédiates. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette procédure? Oui, je préside les comparutions immédiates tous les vendredis au tribunal de Créteil. Alors, une audience de comparution immédiate à Créteil, c'est pas forcément exactement la même chose partout. C'est entre une dizaine et une quinzaine de dossiers à juger, souvent davantage de prévenus encore, puisqu'il y a évidemment des dossiers avec plusieurs prévenus, généralement entre 2 et 4. Récemment, j'ai eu un dossier avec 6 prévenus. Donc 6 prévenus dans le même box, avec bien sûr dans le box un seul micro, un micro qui ne marche pas. Si vous êtes trop près, ça crachote, ça siffle, ça indispose tout le monde. Si vous êtes trop loin, on ne vous entend pas, donc on vous fait répéter. Vos proches qui sont dans la salle ne vous entendent pas beaucoup, voire encore plus mal que le tribunal, et déjà ils n'entendent pas bien le président. Alors ces audiences-là, pour juger donc ce nombre de dossiers-là, sont censées commencer à Créteil à 13h. Censé parce qu'en réalité, à 13h, ça ne peut pas démarrer. Les affaires ne sont pas en état d'être jugées. Pourquoi? Parce que les avocats sont encore retenus au dépôt. Le dépôt, c'est cette petite prison dans l'enceinte du palais, dans les sous-sols du palais, où les personnes détenues ou sortant de garde à vue attendent de voir leur juge. Donc les avocats sont encore là-bas parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Et les enquêtes sociales rapides dont il a été question à l'instant, c'est quelques éléments sur la personnalité, les parcours des prévenus, ne sont pas encore terminés. Les rapports obligatoires ne sont pas encore revenus. Là aussi, par manque de moyens, ou peut-être parce qu'il y a déjà trop de prévenus en réalité. Ensuite, on va consacrer entre une demi-heure et 1 heure à chaque dossier en moyenne. Tout compris. Quand je dis entre une demi-heure et 1 heure, c'est tout compris. C'est-à-dire l'instruction des faits par le président, l'évocation des faits, les questions, les réponses, les réquisitions du procureur de la République, les plaidoiries, mais aussi le temps de délibérer, c'est-à-dire le débat, la décision prise par les juges, la reprise de l'audience et l'annonce de la décision et l'explication de la décision. Donc évidemment, ça va très vite et ça nous conduit mathématiquement à des audiences qui se terminent souvent à Créteil entre 21h et 23h, parfois plus tard encore. J'ai connu à Bobigny des audiences qui se terminaient à 4h du matin et j'ai connu encore cette année des audiences que je présidais pourtant avec le souci de ne pas les achever trop tard, qui se terminaient à 1h du matin. Alors ça, c'est, je dirais, le cadre général. Ces dossiers, comment les prépare-t-on? D'abord, il faut savoir que 1 à 4 dossiers, ce qui peut correspondre à 6, 8 prévenus, eh bien, arrivent en cours d'audience. C'est-à-dire que nous sommes en train d'examiner des affaires, nous sommes en train d'écouter les personnes ou de leur poser des questions, et arrivent 4 dossiers sur le bureau, sur votre bureau, comme s'ils arrivaient là maintenant, et on n'en a pas pris connaissance avant. Quand je dis on, le président, le procureur, les avocats, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Il va donc falloir en prendre connaissance. Comment? Alors, certains collègues lisent ces dossiers pendant les réquisitions, pendant les plaidoiries, voire pendant les explications des prévenus. C'est une pratique que je me refuse. Je vais donc devoir lire ces dossiers pendant la suspension d'audience qui, normalement, est plutôt dédiée aux délibérés. Les autres dossiers, j'aurais pu les lire quand? Eh bien, le matin même, pour l'essentiel, c'est-à-dire entre 9h et midi, pour manger entre midi et 13h. 3 heures donc pour prendre connaissance de tous ces dossiers. Alors pour des dossiers simples dans lesquels les faits sont reconnus avec, je dirais, des parcours de vie qui ne sont pas forcément très complexes, ça va, mais ça fait bien longtemps que le parquet en France ne poursuit plus en comparution immédiate que des dossiers simples avec des faits reconnus et des parcours de vie simples. On a des dossiers complexes, on a des faits qui sont contestés depuis le début par des gens qui clament leur innocence et on a des parcours de vie extrêmement compliqués. Ça fait donc peu de temps pour préparer ces dossiers. D'une manière générale, je dirais, les comparutions immédiates, c'est la course. Et qui dit course, dit pour les magistrats et les avocats, eh bien, une lecture très rapide des procédures, avec le risque que tout le monde peut bien comprendre, eh bien, de passer à côté de quelque chose d'important, voire quelque chose de décisif.
qu'il s'agisse de la procédure elle-même, c'est-à-dire du respect des droits des personnes, des faits ou de la personnalité. Ce sont des parties prévenues, parties civiles, qui sont frustrées de parole, c'est-à-dire qui ne peuvent pas s'expliquer autant qu'elles le souhaiteraient. Ce sont des éléments sur la situation des prévenus qui sont souvent insuffisants. Alors on a souvent en comparution immédiate des prévenus qui nous disent qu'ils ont une formation qui va démarrer dans une semaine ou un travail qui va commencer dans un mois. Alors on ricane, mais si c'était vrai, simplement on ne peut pas le savoir puisque l'avocat n'a évidemment pas eu le temps de trouver des justificatifs et de les produire à l'audience dans le délai de la comparution immédiate. Et puis cette course, c'est aussi et peut-être surtout un délibéré sous pression du temps qui passe, de la fatigue qui s'accumule, avec cette tentation à laquelle on résiste peu ou prou, de passer vite sur la culpabilité, réfléchir sur la peine à partir des seules réquisitions du parquet, qui sont souvent articulées autour de l'emprisonnement, si bien qu'à la fin, le débat est prison ou pas prison, et si prison, plutôt prison ferme ou prison avec sursis, et si prison ferme, mandat de dépôt ou pas, et puis c'est tout. Voilà. Donc c'est un débat évidemment très appauvri. Et enfin, et je voudrais y insister, qui dit course dit aussi des victimes qui souvent n'ont pas eu le temps de se remettre de ce qui leur était arrivé, qui ne peuvent pas nécessairement être présentes, qui n'ont pas pu se libérer ou qui sont encore parfois hospitalisées, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, et des victimes qui parfois sont dans un positionnement très compliqué. Je pense par exemple à des affaires de violence conjugale où vous avez des plaignantes qui sont tentées de dire que finalement rien n'a eu lieu parce que l'emballement de la procédure les effraie et la sanction qui arrive et qui s'annonce violente peut les dissuader d'aller plus loin. Alors les comparutions immédiates, c'est tout ça. C'est aussi autre chose. Et j'en terminerai avec ça, c'est que c'est d'abord une manière de mettre les acteurs du procès dans des situations intenables, de les confronter à des choix cornéliens, voire impossibles. On dit au prévenu, vous avez la possibilité de demander un délai pour préparer votre défense. Ah d'accord, sauf que le prévenu sait très bien qu'il peut préparer sa défense éventuellement en détention, puisque le risque, s'il demande un délai, c'est qu'il aille en détention. On dit au tribunal, mais attendez, si vous trouvez que vous avez trop d'affaires, si le rôle est trop chargé, eh bien renvoyez d'office. Oui, d'accord. Enfin, si je veux renvoyer d'office, moi, président du tribunal, il va falloir que je statue quand même sur la liberté d'un homme. Et c'est une lourde question. D'autre part, pour des dossiers assez simples, ça prend parfois autant de temps, quasiment, de renvoyer l'affaire que de la prendre immédiatement. C'est bien qu'on se pose des questions quasiment insolubles. Troisième dilemme, toujours pour le tribunal, si le dossier est incomplet, si l'expertise est bâclée, si finalement il manque des investigations ou si le dossier est trop volumineux, est-ce que je ne pourrais pas finalement renvoyer le dossier à un juge d'instruction? Je le dis vite. C'est tentant, sauf que les juges d'instruction, et c'est particulièrement le cas à Créteil, vous en avez peut-être entendu parler ces derniers temps, eh bien, sont eux-mêmes sous l'eau. Ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à chacun de leurs dossiers, si bien que des gens vont se retrouver en détention provisoire et ne seront peut-être pas entendus rapidement, parfois même pas dans les délais légaux, c'est-à-dire dans les 4 mois. Et donc, le tribunal peut se dire, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas, finalement, eh bien, juger cette affaire tout de suite? Plus généralement, je dirais que le dilemme de chacun, c'est finalement cette confrontation au temps. Je veux laisser un petit peu de temps aux gens pour s'exprimer, et je devrais leur en laisser beaucoup, mais en même temps, je ne veux pas non plus les juger à 2h du matin. Voilà, on est dans cette situation-là. Et donc, en définitive, je dirais que ces audiences de comparution immédiate, elles sont assez éloignées de l'idée que chacun peut se faire assez raisonnablement de la justice, et elles sont maltraitantes pour tous, pour les justiciables d'abord, donc les prévenus et les parties civiles, mais aussi pour les professionnels de la justice, les avocats et les magistrats dont on a déjà parlé, mais aussi les greffiers, je voudrais en dire un mot, qui eux aussi subissent les durées excessives d'audience et la tension qui existe à ces audiences. Je termine juste en disant que, à mon sens, on ne devrait pas s'y habituer. Merci. La loi prévoit une primauté, le fait que la prison doit être prononcée, la prison ferme en dernier recours, et une primauté, on doit explorer, le tribunal doit explorer les aménagements de peine qui peuvent être potentiellement prononcés. Est-ce que par rapport aux conditions dans lesquelles vous jugez les comparaisons immédiates et que vous venez de nous décrire, vous avez les éléments qui vous permettent effectivement sereinement d'explorer les différentes pistes qui permettent éventuellement de prononcer les aménagements de peine? On ne peut pas systématiser, mais on va dire tendanciellement, non. Tendanciellement, on manque d'informations. Et pourquoi? Alors parce que la CARS fait bien ce qu'elle peut dans le temps qui lui est donné pour faire les rapports d'enquête sociale rapide, parce que les avocats font ce qu'ils peuvent pour apporter des pièces, trouver des solutions, avoir de l'imagination, nous aider finalement dans notre décision. Et donc on se retrouve très souvent dans un débat très appauvri, comme je vous disais, où finalement l'emprisonnement prend toute la place. En gros, d'une manière générale dans la justice, si vous voulez faire dans la complexité, c'est-à-dire finalement si vous voulez ne pas suivre le mouvement, vous avez besoin de temps.
Et là, je viens de vous expliquer qu'on manquait de temps. Donc, en effet, ces aménagements de peine, ou ces peines alternatives, ou ces peines rares, eh bien, on n'y pense pas vraiment, ou en tout cas, on ne s'y penche pas vraiment. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions du tribunal? Oui, maître. Oui, j'ai une question à poser au président Mathieu Bonduel, qui nous a décrit une situation effrayante, une justice qui ne remplit pas son office, et pourtant vous l'acceptez. Et pourtant, vous la rendez tous les vendredis, de cette manière-là, à Créteil. La loi prévoit, rappelons-le, la possibilité pour la juridiction, surtout face à des affaires un peu complexes, vous avez dit qu'il y a des affaires qui étaient de plus en plus complexes, arrivant en comparution immédiate, la loi prévoit que vous pouvez renvoyer au parquet afin de mieux se pourvoir. Est-ce que vous utilisez cette faculté et pourquoi ne l'utilisez-vous pas davantage? La loi vous y autorise. Alors, d'abord, je ne me situe pas à côté du problème, je fais partie du problème, si j'ose dire. Donc oui, je rends cette justice, mais je pense pouvoir justement en témoigner. Et je pense que la critique de la justice mériterait souvent d'être un peu plus portée par ceux qui la connaissent le mieux, c'est-à-dire ceux qui la rendent. Ensuite, sur la question précise que vous posez, je pense y avoir déjà un peu répondu, c'est que si vous voulez renvoyer le dossier à un juge d'instruction, d'abord, il faut se rendre compte assez vite que vous voulez le faire, parce que c'est pas 2 heures du matin que vous allez... Oui, mais le parquet va saisir un juge d'instruction. Ah, c'est son problème. Si on parle d'une affaire complexe, c'est comme ça que ça va se terminer. Bon, déjà, il faut s'en rendre compte assez vite. Et puis surtout, il faut voir aussi ce qu'est la charge aujourd'hui des juges d'instruction et la plus-value possible. On a un service d'enquête qui, par définition, dans ces affaires-là, estime avoir déjà terminé le travail. On lui a donné une réponse, on lui a dit ça va passer à l'audience. Donc on va envoyer ça devant le juge d'instruction qui, derrière, va faire une commission rogatoire à un service de police ou de gendarmerie qui va devoir, d'une certaine manière, penser contre lui-même et se dire que tout ça n'était pas terminé et qu'il y a d'autres choses à faire. La plus-value n'est pas forcément au rendez-vous. Ça, c'est votre appréciation. Juste une question, c'est presque une observation. On dit souvent que les comparutions immédiates sont une porte d'entrée assez facile vers la prison et que les peines prononcées sont plutôt lourdes. Il m'a semblé avoir entendu parler d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Créteil en comparution immédiate, il y a très peu de temps, à 15 ans d'emprisonnement. C'est quand même un élément assez sérieux de réflexion sur ce que sont les comparutions immédiates. Je ne vous demande pas de critiquer un collègue ou quoi que ce soit, mais nous donner peut-être des éléments de réflexion sur cette réalité-là. Déjà, ça illustre qu'en effet, on ne risque pas seulement 10 ans, mais on risque en réalité 20 ans, éventuellement, quand il y a une récidive. Parce qu'en récidive, les maximums légaux sont doublés. Dans cette affaire-là, il s'agissait en réalité d'une affaire de viol, qui normalement est passible de la cour d'assises, mais qui a été, comme on dit, correctionnalisée d'emblée. C'est-à-dire qu'on a fait comme si c'était un délit et non pas un crime, avec l'accord de tous, mais recueilli dans l'urgence. Et donc, légalement, des agressions sexuelles en récidive, eh bien, ça peut conduire à 20 ans d'emprisonnement, en l'espèce 15, je crois en appel 12. C'est quelque chose qui, de mon point de vue, n'est pas du tout satisfaisant, quand bien même les faits seraient parfaitement reconnus, quand bien même on disposerait d'une vieille expertise, je crois que c'est le cas dans ce dossier, d'une vieille expertise psychiatrique, ou même d'une toute récente faite dans les conditions de la garde à vue, mais je crois que d'autres en parleront, ça n'est pas satisfaisant, ne serait-ce que pour la compréhension des acteurs. Je crois que la justice ne peut pas être comprise quand elle est rendue si rapidement avec des enjeux pénaux aussi énormes. Par ailleurs, pourquoi continue-t-on d'ouvrir des informations judiciaires pour des viols reconnus? Il y a là une inégalité. La personne qui a été jugée là, eh bien, dans d'autres juridictions, ou dans la même juridiction, mais à un autre moment, eh bien, serait passée devant un juge d'instruction, aurait pu s'expliquer plus longuement, aurait pu faire valoir des arguments de défense, et la partie civile aurait aussi eu davantage de temps pour faire valoir ses explications et son point de vue. Merci beaucoup.